Bonsoir, je voulais vous faire un petit compte-rendu de ce qui a eu lieu ce matin, c'est-à-dire le débat pour le DALF C2 que nous avons mis en place. Nous n'étions pas très nombreux parce que certaines personnes ont eu des problèmes de connexion, d'autres s'étaient inscrites mais ne sont pas venues. Alors c'est vrai que la période n'est pas forcément aux révisions, n'est pas forcément au débat. Nous sommes en plein mois de juillet, les vacances sont là, on a peut-être autre chose à penser, d'autres choses à faire. Je comprends tout à fait, mais je voulais quand même vous faire un petit résumé. Les personnes qui étaient là ont bien participé, c'était sympa comme tout. Donc, avant toute chose, je voudrais vous présenter la production orale en DALF C2, les caractéristiques de la production orale en DALF C2. Ensuite, je vous mettrai une partie de la vidéo, la deuxième partie donc du débat qui a eu lieu. Donc, c'est une partie qui dure environ 30 minutes. Donc, vous nous verrez discuter sur le sujet qui était le nôtre, c'est-à-dire en fait les péages urbains, pour ou contre les péages urbains. Chacun donne son opinion. Nous étions d'un peu partout dans le monde. Nous avions une personne qui est en Inde, une personne qui est en Thaïlande, une personne en Italie, une personne en Espagne, deux personnes en Espagne même. Donc, nous avons pu discuter et puis certains d'entre eux ont voyagé un petit peu partout dans le monde et donc connaissaient d'autres situations. Donc, c'était quelque chose de très intéressant. Et dans un troisième temps, je vous mettrai un petit compte-rendu de ce qui a été dit, des idées qui ont été dites, qui ont été proposées pour, contre, solutions, etc. Je vous ferai un petit compte-rendu sous forme de diaporama. Donc, tout d'abord, les caractéristiques de l'examen. Alors, tout d'abord, la différence avec le C1. C1, je vous rappelle, il y a 4 épreuves. Expression écrite, expression orale, production écrite, production orale. C'est la même chose, pardon. Expression écrite, expression orale, et compréhension écrite, compréhension orale, excusez-moi. En DALF C2, il n'y en a plus que 2. Il n'y a plus que les productions. En fait, la compréhension sert à la production. C'est-à-dire que vous allez écouter un texte, un fichier audio, et ça va vous permettre de parler. Et vous allez lire un texte, et ça va vous permettre d'écrire. Mais vous ne serez plus noté sur la compréhension en elle-même. Donc ça, c'est la grande différence. Donc les épreuves orales sont reliées, les épreuves écrites sont reliées les unes aux autres. Je vais maintenant me limiter aux caractéristiques de l'examen de production orale. Donc vous aurez un document oral à écouter qui dure en général entre 12 et 15 minutes. Donc c'est assez long et vous allez pouvoir l'écouter 2 fois. Généralement, ce sont des fichiers audio qui sont extraits de débats qui ont lieu sur des radios francophones. Ça peut être France Culture, ça peut être France Info, ça peut être France Inter, RTL, Europe 1, etc., etc. Mais ça peut être également aussi des conférences, des colloques, des débats qui ont lieu, par exemple, dans des amphithéâtres universitaires. Ça peut être un colloque ou une conférence faite par un professeur émérite d'une université. Et donc, une partie de son discours vous est proposée et vous devez discuter de ce qu'il propose ou de ce dont il parle. Dernière petite remarque, attention, il n'y a plus de choix entre sciences sociales et sciences comme c'était le cas les années précédentes. Vous n'aurez plus la possibilité de choisir entre sciences sociales et sciences. Alors, les 3 parties de l'épreuve du DALF C2 production orale. Donc, je vous l'ai dit, vous écoutez un texte d'environ 12-15 minutes. Et ce texte, il va falloir en faire un compte-rendu. C'est-à-dire, c'est en gros comme une synthèse mais à l'oral. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous rappeliez les idées principales du fichier audio, mais de manière neutre, sans donner votre opinion, et de manière organisée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler de manière chronologique. Il ne faut pas dire tout d'abord ils disent ça, ensuite ils disent ça, puis ils disent ça, etc., etc. Il faut réorganiser les idées. Je vais vous donner un exemple. Vous pourrez éventuellement retrouver ce fichier vidéo sur YouTube. C'est une interview qui a été faite d'Emmanuel Maril,
qui est le président de Airbnb France, et donc qui a été interrogé sur une chaîne, je crois que c'était Europe 1. Et il a été interrogé par deux journalistes, un homme et une femme, et il a également été interrogé par des auditeurs qui ont été pris au téléphone et qui ont posé leurs questions en direct à Emmanuel Maril. Et certains auditeurs étaient en faveur d'Airbnb, d'autres contre. Mais ils n'étaient pas dans l'ordre, c'est-à-dire que c'était pas les premiers étaient tous pour et les suivants étaient tous contre. Il y avait un mélange. Vous, dans votre résumé, vous devez réorganiser les idées et donner les opinions pour les arguments qui sont donnés par les personnes qui sont pour, et ensuite les arguments qui sont donnés par les personnes qui sont contre. Il ne s'agissait pas de tout redonner dans l'ordre. Et il fallait dire que c'était donc le président de Airbnb qui était interrogé dans le cadre d'une loi qui veulent mettre en place au niveau de l'Assemblée nationale, etc., pour limiter les droits des propriétaires à louer leurs appartements, surtout dans les grandes villes. Donc voilà la première partie, un compte-rendu du document audio. Deuxième partie, un monologue sur un sujet ou une question. Ici, la question c'était, vous êtes responsable des transports sur la ville de Paris et vous devez présenter votre projet à la mairie de Paris pour le développement des péages urbains. Donc là, il fallait avoir le ton et le rythme nécessaire pour présenter comme si vous étiez devant une assemblée et que vous devez faire penser aux gens qui vous écoutent que votre projet est le meilleur. Donc il fallait montrer de l'entrain, il fallait montrer du courage, il fallait montrer une qualité qui n'est peut-être pas facile à faire, c'est parler en public. Donc voilà quelles étaient les caractéristiques du monologue. Et puis il y a une troisième partie qui est un débat avec les membres du jury, qui vont de manière volontaire vous pousser dans vos retranchements. C'est-à-dire qu'ils vont vous pousser à argumenter. Ils vont prendre un malin plaisir à vous dire « Ah, ce que vous avez dit, je ne suis pas d'accord parce que… » Ils vont se mettre à la place des gens qui ont écouté votre discours et qui disent « Non, je ne suis pas d'accord. Ce que vous dites, c'est pas vrai. » Et vous devez argumenter, vous devez répondre, vous devez préciser les choses que vous avez dites par des exemples supplémentaires. Vous devez refuser la remise en cause qui a été faite de votre projet. Et imaginez une personne qui présente un projet qui dit voilà, moi je dis ça, et que les autres disent non, ce que vous dites est faux. Et que cette personne, finalement, dise bah oui, vous avez peut-être raison, c'est faux. Bah non, c'est pas possible. Il faut rester dans votre idée et dire non, ce que je dis, c'est la meilleure solution, point. Parce que. Et il faut justifier. Donc voilà ce que l'on attend de vous lors d'un débat, c'est d'être capable d'argumenter et de justifier vos choix. Donc voilà les trois parties de l'épreuve. Chacune fait environ 10 minutes. D'accord? Donc vous avez 30 minutes de passage face aux membres du jury. Les deux premiers en autonomie et le troisième en dialogue. Ensuite, les difficultés de l'épreuve. Tout d'abord la prise de notes. Je vous l'ai dit, 12 à 15 minutes de fichier audio, pardon. Il faut être capable de prendre des notes parce que vous allez devoir bien sûr le résumer, en faire un compte rendu derrière. Donc il faut que vous n'oubliez rien et que vous notiez les idées les plus importantes et les points les plus importants. C'est pas facile. Il n'est pas facile d'écouter et d'écrire en même temps. C'est un entraînement. Et c'est là que ça devient important, c'est qu'il faut vous entraîner. Il faut le faire régulièrement, il faut vous entraîner, vous écoutez des textes, vous écoutez des fichiers audio, vous écoutez les radios françaises, c'est très facile maintenant avec les podcasts, par internet on les trouve très facilement. Vous écoutez et vous prenez des notes. Et à la fin, vous essayez de vous dire, est-ce que je n'ai rien oublié? Donc vous réécoutez une deuxième fois, une troisième fois, et vous dites, est-ce que je n'avais rien oublié la première ou la deuxième fois? Et vous vous entraînez régulièrement à faire ça. Vous devez posséder une très bonne culture générale. Dans un sujet comme celui-là, où on vous demande de parler de Paris, si vous ne savez pas où est Paris, si vous ne savez pas les caractéristiques principales de la ville de Paris, avec les arrondissements, le périphérique, etc., ça va être difficile de donner des arguments en faveur des péages urbains.
vous devez être capable de présenter également le sujet de manière adaptée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le ton sera extrêmement important. Il faut que vous soyez convaincant, enjoué, inventif, réceptif et en même temps poli et courtois. Vous ne pouvez pas insulter les personnes qui sont en face de vous et qui disent que vous dites que des bêtises. D'accord? Donc il faut garder le ton adapté, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Il faut toujours être poli, donc ça veut dire vouvoiement, il faut bien maîtriser tout ce qui est grammaire, subjonctif, etc., etc. Donc voilà pour l'épreuve de la production orale. J'espère que ça va vous aider. Maintenant, je vais vous laisser avec le dialogue que nous avons eu tous ensemble pendant une demi-heure. Enfin, nous avons parlé pendant 1 heure, mais en fait, je ne vous donne que la dernière demi-heure. Et ensuite, dans un troisième temps, je vous remettrai un petit diaporama comme ça, avec le résumé de ce qui a été dit au cours de cet entretien. Merci, à bientôt. Pour payer 25 € par jour. Alors, désolé, j'ai commencé à enregistrer, j'avais oublié d'enregistrer la vidéo. Je commence seulement maintenant à l'enregistrer, hein, c'est pas grave. Donc, oui, tu as raison, Mahesh. Oui, c'est vrai que Anne Hidalgo pense que ça va faire de l'exclusion sociale et que ce n'est pas le but recherché. Mais une autre question qui se pose, c'est ces gens qui habitent à l'extérieur, qui veulent rentrer dans Paris, si on les empêche de rentrer dans Paris, où est-ce qu'ils vont laisser leur voiture? Comment ils vont faire? Oui, c'est le problème d'infrastructure. À Paris, comme avant d'entrer dans la ville, il n'y a pas de, comment dire, l'infrastructure, le parking, grand parking, où les gens puissent peut-être stationner leur voiture, et aussi il n'y a pas la connectivité de ces stationnements en ville. Alors c'est le problème. Si normalement ils prennent 1 heure ou 2 heures pour arriver à Paris, ils vont prendre le même temps parce qu'ils devraient changer de transport pour arriver à leur destination. C'est le problème que on parle de tout simplement. Vous allez mettre le péage. Bien sûr, ok, je suis d'accord avec cette idée. Mais comment vous allez utiliser cette somme que vous allez gagner? Avant de mettre le péage, il faut donner fournir des options qui sont viables aux conducteurs, qu'ils peuvent vraiment utiliser. Sinon, vous allez dire, on va gagner de ce péage et puis on va construire des stationnements. Ça ne va pas marcher comme ça. C'est comme on met les chariots avant de bœuf. Oui, tout à fait. Oui. Très bien, ouais. Il utilise des expressions françaises en plus, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Oui, alors, moi, personne n'a fait référence à ce point-là jusqu'à présent. Est-ce que, un mot, quel est le mot favori des Français quand ils ne sont pas contents? Pardon? Tout à. Quel est le mot favori des Français quand ils ne sont pas contents? À quoi ils pensent immédiatement quand ils ne sont pas d'accord avec quelque chose qui a été décidé? Bon, si vous êtes allé à Paris et que vous n'avez pas vécu ça, vous avez de la chance quand même. Les grèves. Ah, d'accord. Les grèves. Les Français sont les champions du monde de la grève. Donc, râleurs. Les râleurs et les grévistes. Les côtés râleurs, oui. Oui, le côté râleur du Français. La plupart du temps, enfin je dis la plupart du temps, j'exagère quand même, mais très souvent, les transports publics à Paris sont en grève. Donc imaginez, on empêche les gens de rentrer et en plus ils n'ont pas de transport public. C'est la cata. C'est la cata, comme on dit. C'est la cata. C'est la catastrophe. Donc il faut penser à ça aussi, c'est que le système français, avec le droit de grève qui est exagéré à son maximum, fait qu'il n'y a pas de service public minimum et qu'en cas de grève, les gens n'ont pas de transport public. En cas de grève, il y a les camionneurs qui immédiatement bloquent les routes pour empêcher les gens de prendre de l'essence. Ouais. Donc, il y a énormément de problèmes sociétaires en France à cause de ça, parce que le droit de grève est autorisé
à un niveau très élevé et mettre en place des péages ou interdire l'entrée des voitures dans les villes alors qu'il n'y a pas de transport public d'assuré, mais c'est la folie, quoi. Ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Il faudra un système de vélo qu'on peut louer, ou bien là, en Italie, là, on a la grande mode, ça s'appelle monopattino. C'est comment en français le monopattino électrique? Je connais pas. Vas-y, la patinette. La patinette, ouais, là, il y a plein d'accidents. Ah oui, d'accord. Ouais, oui. En Italie, c'est tout nouveau, il y a plein d'accidents là maintenant. En Espagne, c'est la même chose. Il y a eu des accidents avec ça. Mais Ouais. alors, bon, toi, tu es à Bologne, c'est dans le nord. Oui, à Bologne, ouais. Moi, je me déplace en vélo parce que c'est tout plat, Bologne, et puis c'est petit, donc c'est très pratique. Mais, quel est le climat à Bologne? L'hiver, il fait très froid, il pleut, et oui, je pense qu'à Paris, il pleut encore plus qu'à Bologne. Oui. Alors, c'est vrai que les transports, se balader en vélo, etc., quand il fait beau, quand il pleut pas, quand il n'y a pas de brouillard, quand il neige pas, ça va, c'est facile. Mais dès qu'il fait mauvais, le vélo, c'est peut-être pas la solution. Hein. Vous imaginez? Alors, on va prendre les deux cas extrêmes. Il pleut, j'arrive au travail, d'accord, je suis trempé. Il fait comme à Séville ou à Grenade l'été, il fait 40 degrés. Je me balade pendant 1 heure, je transpire de partout, j'arrive au boulot, je pue, je suis aussi trempé que si. C'est des vélos électriques aussi, il ne faut pas pédaler forcément. Mais puis, il y a des gens qui ne savent pas faire du vélo, par exemple moi. Donc, ça va être difficile pour moi. C'est vrai que moi, je suis allé me balader l'autre fois. On est allé passer un week-end à Saint-Malo. Et j'ai vu des touristes à Saint-Malo qui étaient en vélo, notamment des personnes âgées, mais c'était une catastrophe. Ils ne respectent pas les stops, ils ne respectent pas les feux rouges, ils coupent les routes, mais ils font comme s'ils étaient tout seuls sur la route, quoi. Imaginez ça à Paris, mais il va y avoir des 150 morts par jour. Donc, mais la raison principale pour laquelle le gouvernement ou l'État propose ce péage, c'est à cause de la pollution de l'air qui tue environ 40 000 personnes par an en France. C'est la raison principale. Alors, ils pensent que s'ils vont, décongester le centre-ville, décongestionner des centres-villes, les plus grandes villes françaises. Alors, cela va les aider à combattre ce problème de la pollution. D'accord. Alors, tu utilises à chaque coup l'expression « il pense, il croit », etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais en Inde, je parle de mon expérience, en Inde, non, ça va jamais marcher parce qu'il fait trop chaud toute l'année, alors on va pas la faire. Mais de plus, mais s'il y a, je pense, en France ou en Europe, comme en Pays-Bas, il y a l'infrastructure pour encourager pour les gens à utiliser les vélos ou tout ça, alors ça peut marcher. Hein. Et de plus, ça ne te gênerait pas d'aller travailler sous la pluie, dans le froid, etc. Tu as vécu le froid, tu viens souvent en France, tu es venu souvent en France, tu es allé au Canada. Est-ce que tu t'imagines faire du vélo dans le froid? Mais non, peut-être, mais non, mais on peut arriver à un compromis qu'on fait 2 fois, 3 fois, ou peut-être maintenant avec la COVID, on a la meilleure option, c'est qu'on fait télétravail. Voilà. On utilise même pas le vélo, ni vélo, ni voiture. D'accord. C'est peut-être la solution, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement limiter en développant le télétravail? C'est ça. Limiter le nombre de voitures en développant le télétravail. Maintenant, on a un système vidéo, un système informatique qui nous permet de faire des vidéoconférences de qualité. Ouais. Bon, ça concerne peut-être pas tout le monde. Ça concerne peut-être pas tout le monde parce que c'est vrai qu'il y a certaines. Mais dans les villes, généralement, on a une connexion qui est bonne. Dans les grandes villes,
Maintenant, il y a la fibre un peu partout dans les grandes villes, donc c'est pas un souci. Moi, par exemple, qui habite en campagne, c'est un petit peu plus compliqué. Heureusement que je suis tout seul à la maison à utiliser Internet, parce que sinon, ce serait difficile de pouvoir faire des vidéoconférences. Mais c'est vrai que dans les grandes villes, et c'est ça qui nous... Les payages, c'est pour les grandes villes, c'est pas pour le reste. Donc, là, ça peut marcher, le télétravail. Bon, ça concerne pas tous les métiers, mais ça peut être une solution, oui. Est-ce que vous pensez réellement que la pollution va baisser dans les villes si on baisse un petit peu le nombre de voitures? Je pense que ça, oui, parce qu'on l'a vécu maintenant avec les Covid. Au moins ici à Grenade, même si c'est une ville que c'était pas trop pollué, mais on les voit. Tu vois, j'habite dans un village où je vois tous les environs de la ville. Et avant, c'était un peu difficile, tu vois, il y avait une sorte de nuage. De brouillard. Brouillard. C'était la pollution. Mais moi, je n'arrivais pas à comprendre que c'était ça. Et maintenant, je me rends compte que c'était ça, parce que c'est vrai qu'ici, à Grenade, il n'y a pas trop d'industrie. Donc, je ne pensais pas à la pollution, mais c'était ça. Donc, je crois que oui, mais je ne sais pas. Je crois que oui. Est-ce que comme pour des villes comme Paris, si on dit aux gens, bah, vous garez votre voiture à l'entrée de la ville et vous finissez en transport public, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va tout simplement déplacer la pollution? Ça ne va pas marcher. Oui. Automatiquement, ça ne va pas marcher. Parce que là, le Covid, ça a marché parce qu'il n'y avait plus de voitures du tout. Oui, ni dedans, ni dehors. Oui, mais si on dit aux voitures, vous vous arrêtez tous à 5 km de la ville, et ensuite, ça va pas marcher. La pollution, elle va être à 5 km de la ville, elle va plus être dans la ville, mais elle va être à 5 km. Ça va rien changer. Mais de plus, en France, ça ne va pas marcher parce que vous avez le système de comme vignette qui est déjà là dans beaucoup de villes. C'est que vous payez une taxe sur les voitures que vous avez. Vous avez une vignette. Alors, vous êtes déjà taxé autant. Alors, c'est un autre pays. On taxe tout en France, de toute façon. Oui, c'est ça. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec toute cette somme? Est-ce qu'on vraiment l'utilise pour, battre les problèmes de la pollution ou non? Et il n'y a pas de transparence des chiffres réels de la mairie ou de l'État qu'on peut voir, qu'on peut vérifier si on a gagné, par exemple, 9 milliards d'euros avec ces pièges, où on a utilisé cette somme? Oui, il faut la rembarrer. Est-ce que franchement, politique rime avec transparence? Non. Ce sont des mots qui vont pas de pair. Non, franchement, là, je comprends pas, là. Oui, mais c'est ça pour ça. Pourquoi les gens vont être prêts à payer un péage quand c'est juste une autre taxe qu'on va payer? C'est tout simplement ça. Vous payez la taxe de carburant. Est-ce que tu penses que alors, ils en parlent un petit peu dans le reportage également, le covoiturage. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça peut marcher. Je crois que ça ne peut pas marcher en Thaïlande. Dans mon pays, le covoiturage, parce que les gens sont très réservés. Ils n'aiment pas trop voyager avec les autres. Mais en transport en commun, ça va, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, si je m'imagine, moi avec mon voisin, aller travailler ensemble, je n'arriverai pas, quoi. Ah, oui, je n'aime pas ça. Oui, donc là c'est vraiment la manière de voir thaïlandaise qui fait que ce n'est pas possible. Mais aussi, avec le covoiturage, comment on va décider que telle ou telle voiture est telle ou telle voiture est de la covoiturage? Comment on va faire la différence? Bah, apparemment, ils veulent tous nous flasher. Et il faudra qu'il y ait au moins deux personnes dans la voiture. Mais vous avez une loi en France qui est interdit de flasher. Oui, c'est ce que j'allais dire.
C'est ce qui disait le journaliste, justement, le journaliste. L'avocat. Voilà. C'est que, en France, c'est pas autorisé. Mais alors, est-ce qu'ils vont pas finir par l'autoriser pour justement permettre de gérer ça? Parce que c'est vrai qu'en France, ce n'est pas autorisé de flasher toutes les voitures systématiquement. De manière automatique, c'est pas autorisé de le faire. Alors que c'est autorisé dans d'autres pays. Je crois que c'est autorisé en Angleterre, c'est autorisé en Allemagne, je crois. En Italie aussi, ouais. En Italie aussi, mais c'est pas autorisé en France. En Espagne, je crois pas que ce soit autorisé. Non, je pense. Ils le font. Alors, il y a des trucs pour les camions, je crois, pour les péages pour les camions. Je sais pas à quoi ça sert. Sur les autoroutes, j'en vois souvent des trucs comme ça, mais je sais pas à quoi ça sert. Mais non, c'est vrai que c'est difficile de faire payer. Alors, il y a un système également qui existe en France. Alors ça, ils le font souvent les jours de pollution, de forte pollution. C'est d'autoriser uniquement les voitures qui sont ou à chiffre impair ou à chiffre pair. Ouais. Le lundi, oui, ça c'est bien, oui, je trouve. C'est une bonne méthode, Le mardi, c'est des chiffres impairs, etc., etc. Donc, une alternance comme ça, est-ce que c'est pas encore une solution? Mais ça dépend. Au Chili, ça se passe depuis des années. Les voitures sortent seulement tous les jours. C'est pair en pair. Mais les gens ont 2 voitures. Alors. C'est marrant ça. Allez, tricheur. Voiture. Alors comme ça, une voiture avec un chiffre impair et une voiture avec un chiffre impair à 80. Oh, mais c'est pas possible. Attendez, 30 secondes. Allô? Oui? Vous êtes de quel pays, là? Mariella, vous êtes Je suis italienne. Italienne? Oui. D'accord. Et Mahesh, c'est indien? Vous êtes indien, c'est ça? Dans une minute, je peux vous rappeler? Et David, c'est espagnol. Espagnol. Ah, vous êtes espagnol. Ouais. Ah, c'est bien, j'ai plus d'amis. Ouais, et il y a beaucoup de nationalités qui sont représentées. Bruno est français. Sur le français, alors j'ai un peu de mal. Un peu de mal, oui. Un peu de mal. Je parle presque rien en français chaque jour. Ah oui. C'est ça la difficulté un petit peu quand vous êtes dans des pays qui ne sont pas, on va dire, francophones. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une culture. Qui n'ont pas une culture du français. Qui n'ont pas une culture du français. Mais Bruno, quand j'ai commencé à étudier des langues, en 1996, ça a été encore plus difficile parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Maintenant, avec l'Internet, tu peux télécharger des podcasts, tu peux écouter la radio en français. Oui. Tu peux regarder la télé en français. Mais David, ce n'est pas le problème de compréhension, c'est le problème de parler. De production. Oui, voilà. Ouais. Mais Iam, ce que je fais, je me parle et j'enregistre ce que je dis et je comprends. Même à ma famille, je parle en français et puis je traduis. Et je traduis pour... Votre famille parle français? Non. Vous les forcer à écouter, quoi. Tu les engueules quand même. Non, il faut faire des efforts, non, quand même. Alors, je fais comme ça, mais il faut parler 2 fois la même chose, mais quand même, je sais que je parle. Alors. Je crois que mon problème aussi, c'est que même en thaïlandais, je parle très peu. Je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Et je n'ai pas beaucoup d'amis, même en thaï. D'accord. Mais je parle pas trop. Il y a maintenant des solutions avec les réseaux sociaux qui font que tu peux faire une demande. Je pense que tu trouveras toujours quelqu'un qui acceptera de partager. Un Français éventuellement un Français qui a envie d'apprendre le thaïlandais. Ou toi, si tu parles par exemple l'anglais couramment, tu peux lui dire moi je t'apprends l'anglais, toi tu m'apprends le français, on parle ensemble, on trouve des thèmes communs. Aujourd'hui, on va parler, je sais pas moi, des repas. Demain, on va parler des voyages. Ensuite, on va parler de ce que l'on veut. On se trouve un thème commun et on discute. Il y a un groupe sur Facebook qui organise toutes les langues possibles du monde. Je dirais aussi, Bruno,
Je dirais aussi qu'il faut profiter. J'ai des soucis de connexion. Je dirais qu'il faut. Ouais. Il y a un problème, un souci réseau, on dit plutôt, non, en français, un souci réseau, un souci connexion. J'ai pas entendu. Quand il y a un problème avec la connexion. Le réseau, problème de réseau. Un souci réseau, on dit plutôt. Le Z, vous avez du mal. Voilà, c'est sonore, c'est sonore. Je disais tout à l'heure que ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de profiter de toutes les opportunités que j'ai. Si j'ai un client francophone qui arrive au bureau, au cabinet, je lui parle en français. Oui, oui. Mais c'est vrai que, bon, en Thaïlande, des Français, il ne doit pas y en avoir tant que ça. Non, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, je n'habite pas dans la capitale. Alors, il y a très peu de... Il y a très peu d'étrangers déjà, et le français, c'est encore pire. Ouais, ce sont surtout des anglophones qui viennent, j'imagine, non? Oui. Donc, parfois, oui, de temps en temps, je parle à moi-même. Oui, c'est ça. Oh, mais on va faire venir un psy pour la prochaine fois, hein, parce qu'il y a des problèmes là. Mais le problème de parler tout seul, c'est qu'il n'y a pas personne qui va Il n'y a te corrige. Il n'y a personne, oui. Non, mais tu enregistres, tu fais une présentation, tu enregistres. Aujourd'hui, je vais vous parler de tel ou tel sujet, et comme ça, quand tu entendre ce que tu as enregistré, et puis tu vas trouver des fautes toi-même. Ça marche, vraiment, ça marche. Il y a une chose qu'il faut que vous fassiez, mais bon, ça au départ, il faut un prof pour pouvoir le faire, c'est apprendre à se connaître. C'est-à-dire apprendre à connaître ses qualités et ses faiblesses. C'est-à-dire que, par exemple, toi, Esther, tu vas te dire « Oh, j'ai un problème avec le possessif à la troisième personne du pluriel. » Et donc, quand tu vas t'écouter, tu vas vérifier si tu t'es trompé sur certains positifs. Mon problème, je l'ai donné, mon problème, c'est que à l'écrit, j'écris bien, je pense, mais à l'oral, j'ai fait des fautes et parfois, quand je viens de les faire, je me rends compte moi-même. Tu t'en rends compte immédiatement. Ça a l'air de parler, tu vois, c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté de l'expression orale par rapport à l'expression écrite, c'est que l'écrit, on a la possibilité de corriger. C'est ça. Ça de relire, mais à l'oral, on l'a dit, c'est trop tard. On peut plus. Et moi, j'ai la possibilité de parler français, et parfois je ne le fais pas parce que j'ai honte, parce que je pense que je suis prof, je devrais bien parler, et ça me bloque. Il faut profiter de toutes les opportunités. Tu t'en fous. Tu t'en fous de faire des fautes, comme moi. Oui, mais c'est un problème pour moi. Vous savez, alors, bon, peut-être que vous êtes, toi, David, non, c'est sûr que non, mais les autres, vous êtes peut-être tous profs. Il y a une chose que l'on apprend à nos élèves, c'est que l'erreur est constructive. Bah oui, oui, je l'erreur l'ai dit, mais je n'ai pas ça. Si nous, on dit à nos élèves, vous avez le droit de faire des erreurs, parce que ça va vous permettre de vous améliorer, mais que on nous interdit à nous-mêmes de le faire, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas juste. Oui, c'est moi, c'est mon problème, mais ça me bloque, ça m'empêche d'améliorer, d'avancer. Esther, c'est un forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, oui. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid, oui, ça y est, il va tous nous sortir, là. C'est bien. Alors oui, ça c'est un problème aussi, comment ça s'appelle, les proverbes. C'est vrai que les proverbes, c'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur, parce que d'une langue à l'autre, c'est pas du tout les mêmes mots qui sont utilisés. C'est même pas. J'ai préparé un document pour mes élèves du concours. Il y a beaucoup d'expressions idiomatiques. Il y en a trop, même. J'ai préparé un document là sur la traduction là pour mes élèves du concours en Espagne de l'opposition de secondaire, et justement je leur ai donné un exemple, c'est aburrirse como una ostra.
C'est lui comme un rat mort. Voilà. Donc, si vous dites à un Français, si vous traduisez littéralement s'ennuyer comme une huître, le Français, il va vous regarder avec des yeux comme ça. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est quoi ton truc là, s'ennuyer comme une huître? Le Français, il dit comme un rat mort. Comme un rat mort. Ouais. Et dans l'autre sens aussi, si moi je traduis, je suis français, je traduis mot à mot mon proverbe français à un espagnol, aburrirse como una rata muerta. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Je comprends rien à ce qu'il me dit. C'est logique. Les proverbes, les expressions idiomatiques, comme tu disais, il faut les apprendre par cœur. Ça, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, dans Maëlle. Dans le contexte. Comment? Dans le Je dois partir. J'ai un Toi, cours. tu dois y aller. Oui, mais moi, il ne va pas falloir que je tarde non plus. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous... j'ai préparé déjà un petit document, je ne sais pas si vous le voyez, que je vais vous envoyer. Je vais y ajouter la partie de la vidéo qu'on a faite. Désolé, je n'ai pas enregistré depuis le début. La partie de la vidéo qu'on a faite, et puis je vais vous mettre également un petit résumé, un petit compte rendu de ce qui a été dit, des idées qu'on a proposées. Comme ça, vous pourrez revoir ça. D'accord? Voilà. Je voulais vous remercier. Merci beaucoup d'être présent. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Oui, merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Bruno. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci infiniment. Au revoir à tout le Merci monde. infiniment à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Ciao. Ciao. Au Même pas comment revoir. on arrête. Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Comment on fait pour sortir là? Vous avez bien aimé ça? Il faut appuyer sur le bouton rouge. Ah, Il y a un d'accord. bouton rouge tout avant. Ouais. Bon, au revoir. Bon, au revoir. Au revoir. À plus. Au revoir, David. Au revoir. Au revoir, Yam. Au revoir, Maria. Voici donc le compte-rendu de ce qui a été dit pendant cette heure de discussion, de débat ce matin. Alors, tout d'abord, les éléments en faveur des péages urbains. Vous voyez qu'ils ne sont pas très nombreux. Tout d'abord, le fait que ça permet de lutter contre la pollution. C'est d'ailleurs le but avoué par les mairies qui décident de le mettre en place, c'est de lutter contre la pollution et contre les embouteillages. Cela a d'ailleurs été mis en place avec succès à Milan, ou en Italie, ou à Oslo, en Norvège, même si les résultats ne sont pas particulièrement satisfaisants à Londres, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que la pollution s'est déplacée. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dans le centre-ville de Londres, mais elle s'est déplacée à l'endroit où les gens doivent laisser leur voiture. Qu'est-ce qui a été précisé également par rapport à ça? Oui, par rapport, je ne l'ai pas écrit, mais à Londres, les tarifs sont très prohibitifs, sont très chers, et ça a provoqué une certaine exclusion sociale, et c'est ce qui fait que actuellement la mairie la nouvelle maire de Paris, enfin elle l'était déjà, mais elle vient de regagner les élections, Anne Hidalgo, est contre le système des péages urbains parce qu'elle estime que ça provoque de l'exclusion sociale. Autre élément en faveur des péages urbains, c'est qu'il permettrait de favoriser les comportements vertueux et notamment le covoiturage. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a des éléments contre ce covoiturage. Et enfin, certains commerces pensent que cela va développer les commerces de proximité et que les gens, le fait qu'il n'y ait plus de voitures ou qu'il y ait moins de voitures, reviendront plus facilement dans les centres-villes, se sentiront plus en sécurité et trouveront que les centres-villes sont plus accueillants. Donc voilà les éléments en faveur des péages urbains. Maintenant, les éléments contre les péages urbains. Vous voyez que les arguments qui ont été proposés ce matin étaient beaucoup plus nombreux. Tout d'abord, donc, comme on l'a dit, l'exclusion sociale. Seules les personnes qui peuvent payer seraient autorisées à circuler dans les centres-villes. Déjà, les citoyens, que ce soit en France ou dans d'autres pays, payent déjà beaucoup d'impôts. Un impôt supplémentaire serait peut-être de trop. Et puis, Mahesh nous a fait remarquer que, est-ce que l'on sait réellement
si l'argent qui va être récupéré par les péages servira réellement à développer une politique environnementale. Et Mahesh a continué à insister sur le fait que, avant de mettre des péages, il faudrait peut-être proposer des systèmes de parking pour les gens qui arrivent dans la banlieue de Paris, pour qu'ils puissent se garer et ensuite prendre les transports publics. Parce que s'il n'y a pas de parking, où vont se garer ces personnes qui arrivent sur la capitale? Donc, comme il l'a dit lui-même, il a utilisé un proverbe français qui sait très très bien, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Autre remarque que j'ai fait personnellement remarquer, la France est connue pour ses grèves à répétition dans les transports publics. Comment ferons-nous en cas de grève? Payage obligatoire, puisque si l'on veut aller travailler, il faudra payer. Donc c'est quand même incroyable. Interdire ou limiter les voitures dans les centres-villes, c'est déplacer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déplacer la pollution dans les banlieues. Ça risque d'être également très difficile pour les livraisons. Je ne l'ai pas noté non plus, on a fait remarquer aussi que pour les gens, les citoyens qui habitent le centre-ville, est-ce qu'ils devront payer, eux, tous les jours pour sortir de la ville et pour aller travailler s'ils travaillent, eux, à l'extérieur? Ce qui se fait dans un sens, est-ce que ça se fera dans l'autre? Et puis, il sera particulièrement difficile de faire ses courses si on doit utiliser les transports publics. Imaginez, vous vous promenez avec vos 6 bouteilles d'eau et vos 4 bouteilles de lait dans les transports publics, ça risque d'être un petit peu difficile. Les charges peuvent être très très lourdes. Et puis, on a proposé des solutions. Alors, pourquoi ne pas mettre un système de circulation alternée, donc avec les plaques minéralogiques paires ou impaires, comme ça se fait? Alors, Mahesh nous a cité un pays, je crois que c'est le Pérou ou le Chili, où ça a été mis en place, je crois que c'est le Chili. Mais il nous a fait remarquer que les gens ont trouvé la parade à ce système, puisque ils achètent 2 voitures, une avec un numéro pair et une autre avec un numéro impair, et puis ils roulent tous les jours, donc ça ne pose aucun problème pour eux. Pour le covoiturage, Yam nous a fait remarquer également que dans certains pays, l'esprit pudique, un petit peu timide de la population, fait que le covoiturage n'est pas envisagé, parce qu'on n'imagine pas faire monter quelqu'un, un inconnu, dans sa voiture. Donc ça risque, selon les sociétés, selon les caractéristiques de la société, ça risque d'être difficile de faire du covoiturage. Et puis, on a proposé les transports alternatifs comme le Vélib. Et là encore, il y a des limites, c'est le mauvais temps. Dans des pays où il fait toujours beau, où il pleut rarement, ça peut être la solution. Par contre, dans les pays plus froids, plus venteux, plus pluvieux, ça risque d'être un petit peu difficile d'arriver au travail totalement trempé, ou même en cas de forte chaleur, d'arriver après une forte transpiration. Alors, il y a le système des vélos électriques, mais là, c'est une solution un petit peu au-dessus financièrement. Donc, voilà les solutions qui ont été. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Il y a certainement beaucoup d'avantages, certainement beaucoup d'inconvénients, certainement d'autres solutions, mais nous avions 1 heure pour le faire, ou une demi-heure pour le faire, donc nous n'avons trouvé que ça. À vous d'en trouver d'autres et d'enrichir un petit peu ce débat. Merci, au revoir.